août 1943. Adelin Marissal est parachuté en Belgique, occupé pour la mission Stanley. Yvan Gérard est à la tête de l'armée de Belgique. Nous sommes quelques mois après le drame de la ferme du Thiers de Robermont. Cette mission est une reprise de contact entre Londres et le réseau militaire secret de Gérard. Cette mission Stanley va donner des instructions très claires sur comment cette armée secrète doit s'organiser pour être plus efficace et parvenir à ses objectifs, c'est-à-dire attaquer l'ennemi par des sabotages et aider à la libération du pays. Quand l'envoyé revient à Londres à l'automne 1943, son rapport sur la future armée secrète est extrêmement positif et consolide l'opinion positive du gouvernement belge sur l'armée secrète. Et le gouvernement décide donc d'en faire vraiment son bras armé en pays occupé en vue d'aider à la libération du pays. Mais concrètement, au niveau des moyens mis à la disposition par Londres à l'armée secrète, c'est-à-dire les moyens les plus précieux, à savoir les liaisons radio, l'argent et le parachutage d'armes, pour les armes, les explosifs, tout cela ne se mettra vraiment en place qu'au printemps 1944. Il faudra donc encore attendre 6 mois avant que l'armée secrète ne soit réellement opérationnelle, prête à combattre les armes à la main l'occupant allemand. Alors qu'Yvan Gérard réorganise le commandement dans les zones et provinces, que Pire le conseille et cherche un endroit plus discret pour installer le quartier général, c'est la rentrée scolaire pour leurs enfants, avec une mauvaise surprise pour les étudiants ayant terminé leur réto. Les étudiants de première candidature étaient obligés de prester 6 mois de travail dans l'industrie. Donc il fallait s'inscrire personnellement à l'Office du travail. Quelques jours après que j'ai eu 18 ans, j'ai eu un avis de la commune de Rosières, comme quoi, suivant une ordonnance allemande, la commune était obligée d'envoyer chaque nuit une équipe de 4 Rosiérois chargés de surveiller la route nationale 4 entre le kilomètre un tel au kilomètre un tel, pendant la nuit de 20h à 6h du matin. L'objectif de cette surveillance était d'empêcher le sabotage des communications téléphoniques qui étaient installées le long de National 4, tant dans le sol que sur des poteaux. Le fait de se promener le long de la route la nuit n'aurait jamais empêché un sabotage, mais les Allemands cherchaient à prendre des otages qu'ils rendaient responsables parce qu'ils n'avaient pas bien fait leur travail de nuit. D'un côté, la journée, je prestais pas mal de temps pour l'armée secrète et même aller chercher parfois des vivres à des endroits bien étudiés, dans des centres. Et que la nuit, je montais de garde pour répondre à une ordonnance allemande. Jean Pire, qui a fini sa rhétorique, est bon lui aussi pour le travail obligatoire. Néanmoins, il trouve une astuce. Une année de scientifique que l'on peut faire après les humanités n'était pas considérée par les Allemands comme une année universitaire, mais bien comme une année d'humanité. Et alors, je suis parti à Saint-Michel, là où mon frère avait été si gentiment mis à la porte, pour faire une année de scientifique. C'était donc des mathématiques pures. Parmi les parades envisagées, il y avait celle qui consistait à mettre un piquet devant l'Office du travail. Et c'est à l'occasion d'une prestation de piquet que j'ai été ramassé et que j'ai été forcé de m'inscrire. Parce que, ou bien j'étais envoyé tout de suite en Allemagne. Alors que le travail qu'on nous imposait, c'était en Belgique. Et j'ai d'ailleurs été mis au travail un certain temps, aux fonderies Saint-Hilaire, ah oui. Le véhicule de la fonderie était équipé d'un gazogène qui fonctionnait au bois. J'ai pendant plusieurs semaines découpé des petits morceaux de bois pour le gazogène avec un camarade. Nous étions 2 à être au travail dans cette même usine. En temps de guerre, le carburant se fait rare et cher. Néanmoins, il existe des alternatives, comme le gaz au bois. Alors, Dieteren, comme il était le directeur d'un grand garage, avait le bénéfice de pouvoir rouler en voiture
mais la voiture était équipée d'un gazogène. Il n'avait pas d'essence, mais il avait une grande colonne qu'on chargeait de bois et la distillation du bois servait de carburant. Alors imagine les voitures avec sur le côté un énorme tube de 80 cm de diamètre et qui avait 2 mètres de haut et qu'on chargeait de bois. Pierre Ditteren, officier de liaison au sein de l'armée secrète sous le nom de code Jules Piette, fit de nombreux déplacements pour transporter du matériel et de l'argent parachuté. Pierre Van Haute le connut personnellement. Comme directeur de Volkswagen, il avait la disposition d'un véhicule comme ça. Et on annonçait un parachutage de dollars américains. Les Alliés nous envoyaient 40 ou 45 000 dollars tous les 2 ou 3 mois qu'il fallait aller chercher. Et c'était Ditteren qui allait en voiture par le pont de Huy et il mettait ces dollars dans des sacs de bois qui servaient de carburant et qui étaient sur une galerie sur le toit de la voiture. Et un jour, passant par le pont de Huy, les Allemands qui gardaient le pont lui ont demandé de prendre à bord 3 Allemands qui devait retourner à Bruxelles. En route, il a dû charger du bois. Les Allemands, très gentiment, ont dit « nous allons le faire ». Et ils ont pris le sac qui se trouvait sur une galerie sur le toit de la voiture où il avait enfoui le paquet de 45 000 dollars américains. Il n'a rien pu dire. Ils ont chargé le gazogène de bois et de la liasse de 45 000 dollars. Et les 45 000 dollars ont été brûlés. On parle des missions et de l'argent nécessaire, notamment pour l'armée secrète. Il leur faut des fonds énormes pour faire survivre les clandestins. Une fois que les gens sont dans la clandestinité, ils n'ont plus droit à des timbres de ravitaillement. Ils doivent donc, pour pouvoir s'alimenter, rechercher ce dont ils ont besoin au marché noir, c'est-à-dire un marché parallèle qui est beaucoup plus coûteux. Et donc il faut de grosses sommes d'argent pour pouvoir survivre dans la clandestinité. C'est la raison pour laquelle le gouvernement belge de Londres envoie, via un certain nombre de missions, de grosses sommes d'argent. Alors vous allez me dire, mais des dollars, à quoi ça sert en Europe occupée? Eh bien non, c'est très utile. Les Allemands ont besoin de dollars pour commercer avec des pays neutres comme la Suède, l'Espagne, le Portugal. Et ils sont friands de ça. Et il existe, à Bruxelles en particulier, des endroits évidemment en dehors de la légalité qui changent ces dollars à un bon prix contre de l'argent belge, ce qui permet évidemment aux groupes et réseaux d'obtenir de l'argent belge à bon compte. Josette Pire, la fille du général, habite dans la famille du côté d'Anu. Cela fait environ 8 mois qu'elle et son frère, qui étudient sur Bruxelles, n'ont plus vu leur père. Celui-ci semble avoir totalement disparu de la circulation officielle. Un jour, j'ai appris que un de ses anciens amis, avec qui il avait fait la guerre de 14 et qui habitait à Ostende, avait été mis à la porte de sa maison pour la construction du fameux mur de l'Atlantique. Il est venu à Bruxelles et c'est là que j'ai retrouvé papa. C'était vraiment une grosse émotion de me revoir. C'était papa en tout cas. Ouais. Alors, on s'est serré dans les bras l'un et l'autre, bien sûr. Et puis alors, comme on était entre amis avec les Van Tom, ça se passait très bien. Et je l'ai revu, je le revoyais à peu près tous les 2 ou 3 jours, chez Van Tom. Il avait changé de domicile, il s'était rapproché de moi, mais je ne savais pas où il était. Le soir, quand on quittait, moi j'allais sur mon chemin et puis lui, à un moment donné, partait. Ça laisse quand même une impression, tu sais ça. Ouais, surtout que je ne savais pas où il était. Mais tu lui posais pas de questions parce que tu savais que... Mais je ne tenais pas à savoir. Février 1944, Yvan Gérard, alias Latour, se sent trop menacé. Il doit quitter avec femme et enfants la Belgique. Il passe le commandement au général Pire, tandis que Londres rebaptise l'organisation sous le nom de troupes secrètes. Conformément aux directives d'un document intitulé « Le cheval de Troie », ces troupes se comporteront tel un virus sabotant l'organisation allemande sur tout le territoire belge.
Aux fonderies de Saint-Hilaire, le travail tourne bien et on ne sait pas trop quoi penser du patron Gaston Fallet. En attendant, les rumeurs vont bon train. Quand l'autorité occupante venait vérifier soit les présences ou l'avancement des travaux ou venait pour discuter, c'était un officier allemand qui venait discuter au bureau et qui était reçu par qui? Par M. Gaston, qui était le directeur. Pour les ouvriers, M. Gaston n'était pas nécessairement du bon côté. Mais je dois dire qu'il a fait ça magnifiquement, parce qu'il a bien géré l'usine, il a sauvé des hommes du travail obligatoire en Allemagne, et ces hommes gagnaient leur vie. Mais j'entendais au réfectoire des réflexions qui n'étaient pas toujours très gentilles pour M. Gaston. Très peu de gens connaissent les activités secrètes de M. Gaston une fois la nuit tombée. Pour en savoir plus, il faudrait faire partie du solide et fragile réseau de l'armée de Belgique. Quand j'ai été docteur en droit, je me suis dit, il faut que je fasse mon devoir de citoyen belge. Et j'ai voulu rejoindre Londres. J'ai cherché une ligne d'évasion à travers la France pour arriver au Portugal et rejoindre Londres. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a foiré. Et la ligne à laquelle je m'étais adressé a été faite prisonnier. Mais je ne peux rien te dire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je suis tombé en panne. À partir de ce moment-là, la résistance pour moi, c'était pas sérieux. Et j'avais un ami, le comte de Grune. Un jour, il me dit, toi, tes parents sont pas là, tu es un homme rêvé pour faire de la résistance, tu ne compromets personne, tu dois t'embaucher dans la résistance. Je lui ai répondu, j'ai déjà une expérience dans la résistance, c'est de la foutaise. Je n'entre pas dans une organisation si je n'en connais pas les tenants et aboutissants. Je veux d'abord vérifier moi-même si c'est sérieux. Alors il m'a ri au nez et il m'a dit, si tu crois que l'organisation où je veux t'embaucher vont t'expliquer ce qu'ils font, tu rêves. Et j'ai répondu, eh bien, je rêve, mais fous-moi la paix. Et il est revenu 3 fois à la charge. Tu dois faire dans la résistance. Et chaque fois, je lui répondais, je n'entre pas dans quelque chose dont je n'ai pas vérifié le sérieux. Oh, pas question, pas question. Et alors, la 3e fois, je me suis dit, puisqu'ils ne disent rien, c'est peut-être un peu plus sérieux que la première fois. Comme je le connaissais bien et comme il insistait, la 3e fois, je dis, allons-y quand même. Et alors, mes débuts dans la résistance, c'était vraiment pas sérieux. On m'a présenté un homme d'une vingtaine d'années qui était Tintin craché. C'était Petit Loup. Les relations dans l'armée secrète étaient cloisonnées. On traitait de l'AS avec une personne au-dessus et une personne en dessous. Le reste était inconnu. Il m'a fait faire toute espèce de corvée. Il me donnait un paquet à porter à tel endroit. Il me donnait une liasse de documents à porter à tel endroit. Et c'était à Bruxelles et j'allais porter ça. Mais j'en avais marre. Et il m'amène un jour un vélo flambant neuf. Et quand je vois ce vélo, j'ai eu un choc. Dans une ville où il n'y a plus une seule voiture, un vélo, ça valait son pesant d'or. Et il me dit, c'est pour toi, c'est pour faire les courses que je te donne. Et il m'a laissé le vélo. J'étais vraiment choqué. Je me suis dit, une organisation qui peut offrir un vélo, nom d'un chien, ça doit être sérieux. Et pendant tout un temps, je faisais des courses avec des paquets. C'était jamais de gros paquets. On ne connaissait rien, vous savez. Et comme j'ai été courrier, finalement, j'en ai connu plus. On avait notamment caché une dizaine de réfractaires dans la région de Modave.
Eh bien, périodiquement, au moins une fois chaque mois, j'allais porter une enveloppe avec de l'argent pour distribuer aux réfractaires qui étaient cachés. Je ne savais pas où ils étaient. Je devais aller chez M. Roger Gaude. Je suis allé chaque fois porter ça. Je n'ai jamais vu M. Roger Gaude. C'était une maison isolée, pas loin du château de Modave, maison en pierre. Et on m'avait dit, s'il y a une voiture arrêtée devant la maison, tu continues ton chemin. Et quand il n'y avait rien, je sonnais. Et la maman de M. Gaude venait prendre l'enveloppe. Mais lui, je ne l'ai jamais vu. Donc vous voyez qu'on faisait très attention. Puis un beau jour, il me dit, tu vas rouler dans le Brabant wallon avec un ami. C'était Commence de Brachen, c'était un ami d'université, pour chercher des propriétaires qui accepteraient de collaborer avec l'armée secrète. Avec une organisation secrète. On ne parlait pas d'armée secrète. Et à deux, nous avons parcouru comme ça pendant plusieurs mois le Brabant wallon, en allant frapper aux portes pour leur demander s'ils acceptaient d'héberger des résistants, etc. Avant de sonner à la porte, je te garantis qu'on cherchait les tenants et aboutissants. Et c'est là que les vieilles alliances jouent à nouveau leur rôle. Quand on regarde cet homme qui tague 1918 en plein Bruxelles sous l'occupation allemande et qui partira sans doute à toute vitesse sur son vélo après, on ne peut s'empêcher de penser que oui, l'union autour du souvenir de la victoire de 1918 a fait leur force. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Tout est virtuel. Vous communiqueriez un hashtag 1918 via une application. Vous seriez très vite identifié par votre profil ou votre adresse IP. Quant à votre réseau de contacts, vous avez sans doute déjà autorisé l'application à y avoir accès. Dès lors, la situation n'est-elle pas quelque part plus fragile et dangereuse aujourd'hui? À propos de contacts, Jules Pire a retrouvé la veuve du colonel Jostens, un compagnon de 14-18. Il a été invité à loger chez elle, à côté de la ferme où sera implanté le quartier général. Quant aux communications, elles transiteront par le couple Koenraad, dont le père a connu lui aussi le colonel Jostens. Quant aux 7 enfants, ce sont des enfants. Ils seront certainement très sages, calmes et discrets, comme tous les enfants. En début 1944, dans le cadre de l'idée de mettre l'état-major à Rosières, il fallait qu'il y ait plusieurs bâtiments pour pouvoir disperser les différents responsables. Est-ce l'idée de maman ou est-ce l'idée de papa, en disant tiens, si on demandait pour avoir la Renaudière, qui est normalement la villa d'été du docteur Renaud. Comme il n'était déjà pas beaucoup venu l'année 1943, maman a pu prendre le téléphone et demander à Madame Renaud, Hortense, mais pas beaucoup venu durant la dernière année, etc. Moi, j'ai des cousins, les Leclerc, qui sont une grande famille et qui seraient tellement heureux de pouvoir venir à la campagne dans cette période où régulièrement il y a des bombardements à Bruxelles, ils ont des grands-enfants, ils ont peur. Et voilà, la configuration est complète. La maison Koenraad réceptionne les messages codés provenant des 5 zones de Belgique. Les parents portent ces messages à la Renaudière où travaillent les chiffrettes, des demoiselles qui s'occupent du chiffrage des chiffrages, ainsi que les responsables radio. La famille Koen ne va pas plus loin. Il y avait un monsieur qui était le chef de toutes les liaisons radio de l'armée secrète, avec Londres et entre les 5 zones. De la Renaudière, les messages sont portés au quartier général. Puis les réponses partent en sens inverse, sont recodées et transmises vers le reste du pays. La question est de trouver des coursiers pour faire le lien entre la maison Koenraad et chacune des zones, provinces et régions. Pierre Van Haute sera tête de ligne de la zone ardennaise, la 5e. La première chose que j'ai faite quand on m'a dit « tu assures la liaison avec les Ardennes », c'est d'enfourcher ma bicyclette et de tracer une voie cyclable jusqu'aux Ardennes, par les petits chemins de terre à travers champs pour éviter les routes.
J'ai repéré un parcours et pour traverser la Meuse, nous avions à Bazoa un poste de l'armée secrète qui comportait 4 hommes et une barque pour éviter le pont de Huy qui était évidemment gardé par les Allemands. Et à arriver de l'autre côté, on avait de nouveau les chemins à travers bois et les pistes cyclables. Et ça continuait jusqu'au QG de la zone 5 qui commandait les terrains de parachutage. Moi, je n'ai jamais été au QG de l'armée secrète zone 5. Il y avait toujours quelqu'un qui m'accueillait avant. C'était toujours le cloisonnement, le principe du cloisonnement. Ce cloisonnement et coupure des relations que le général Pire réalise même avec ses enfants depuis plus de 4 ans, Josette ne le supporte plus. Elle veut retrouver son père coûte que coûte. Je suis venue à Bruxelles à vélo et j'ai été chez des amis où il y aurait eu la possibilité d'avoir des renseignements sur papa. Je dis, mais écoutez, je voudrais tout de même savoir où est mon père. Il a dit à son fils, tu vas aller la conduire à bicyclette. Et je suis allée jusqu'à Wavre, enfin dans les environs de Wavre, où se trouvait papa. Et nous nous sommes rencontrés, papa et moi, dans les bois. Alors il a dit, mais écoute, il y a une solution. J'ai été abritée dans une famille de 7 enfants. C'est donc dans une petite maison au fond de la propriété Koenraad que Josette et Jean iront finalement loger. C'est là qu'ils se lieront d'amitié avec la famille, alors que les messages commencent à affluer dans la maison des parents. Quand papa a accepté tout ça, il disait qu'il était à un point de chute avec sa femme. Et qu'éventuellement, il pourrait demander l'aide des grands. Mais il n'est pas question de mettre les petits dans cette affaire-là, bien sûr. Mais seulement, on était sur place. Un nom de code pour entrer en contact et c'est parti. Un premier coursier ou tête de ligne arrive à la maison des Koenraad. Est-ce que je viens chez Oscar? C'est là que Jean-Pierre a été tout saisi. Tiens, il y a quelqu'un qui est là qui te demande, il dit, est-ce que c'est Oscar? Oui, il peut lui dire que c'est chez Oscar. Et puis il y en a eu un second, puis d'une autre ligne, et puis 15 jours après un troisième, et puis on a fait connaissance de Pierre Van Aude, qui est venu une première fois. Pour finir, il était 6h30 quand ils arrivaient. Maman leur disait, on soupe dans une demi-heure, Pierre, est-ce que vous restez souper? Et pour finir, on a été régulièrement, dans ces 4 derniers mois, des tables oscillant entre nous 7, nous 9 plutôt, et 20. Et au fur et à mesure qu'il y avait plus de messagers, plus de messages auxquels il fallait répondre, plus d'enfants étaient mis à contribution. Et Annette a commencé à être dans le coup, et puis pour faire aussi des diversions, pour aller porter des choses, faire semblant que... Et puis entre chez nous et l'état-major de la Renaudière, c'était tous les bois, uniquement des sentiers de lapins qu'il y avait. Donc nous, on connaissait bien. N'importe qui ne savait pas s'aventurer là, il n'y arrivait pas. Cela fait vraiment beaucoup de monde chez les Koenraad, ce qui n'est pas du tout discret. En rentrant de la messe, maman parlait avec un autre viticulteur, son épouse, la fermière, etc. Il y a eu quelques échanges. Ah, il y a beaucoup de monde chez vous. Ah oui, mais c'est les amis des enfants, c'est les jeunes, vous savez. Évidemment, tôt ou tard, les Allemands débarquent chez les Koenraad. Comme nous faisions la culture notamment de raisins, que nous avions de l'élevage de poules, il arrivait régulièrement que les Allemands viennent et qu'ils nous demandent s'ils pouvaient acheter du raisin. Une caisse de raisin comme ça, etc. Je me rappelle même qu'un jour, il y en avait 2 ou 3 dans le garage, là où on sortait le raisin. Et les Allemands me disaient, vous voudriez ça et ça, et papa leur répondait, all right. Ce qui nous avait un peu saisis, en disant, voilà, qui se m'a parlé en anglais aux Allemands, c'était un peu risqué. Les gens du village se disaient, c'est quand même curieux, les Koenraad, on les connaissait comme ça, et voilà qu'il y a toujours une voiture allemande garée chez eux, là. Qu'est-ce qui se passe? Mais au total, il se passait qu'ils venaient chasser. Et je me souviens même qu'à un moment donné, il y a toute une troupe allemande qui est arrivée, sont dispersés dans le jardin. Et un des officiers qui accompagnait un chef, là, est venu près de moi et m'a dit « C'est le commandant de Bruxelles. Oh, ben, je lui ai dit, on a l'honneur de recevoir la visite du commandant. Mais il restait dans le jardin. Et ils n'ont pas eu de contact avec nous. Ils venaient se dégourdir, enfin, profiter de l'air pur de la campagne. Au village, on entendait dire, ben, il me semble qu'à Rosières, là, chez les Koenraad, il y a souvent des Allemands. Hein? Est-ce qu'ils ne seraient pas un peu collaborateurs?
Or, après la guerre, on a pu bien démentir ça, mais d'un certain côté, ça pouvait nous couvrir le fait qu'on nous donnait une réputation de collaborateur, ce qu'on était loin d'être, évidemment. Hein? Mais c'est vrai que c'était parfois, ça devenait tellement incroyable qu'il y avait des voitures de l'armée secrète et des voitures allemandes en même temps dans le jardin. C'était fou, ça. Hein? Il ne nous est rien arrivé, finalement. C'est dû à quoi, ça? Mais c'est inexplicable. C'est une grande bêtise de ma part de l'époque. J'étais très enthousiaste sur tout ça, quand en fait, j'aurais dû être beaucoup plus mesuré et savoir tout ce qui se passait derrière et la grande peur qu'on pouvait avoir. Et je me dis souvent, comment est-ce que les parents ont pu tenir le coup durant cette période en se disant que tous leurs enfants étaient comme ça dans ce coup-là, et que tout le monde savait où c'était chez Koun. Eux étaient protégés parce qu'on était là, les autres, etc. Et chez nous, tout le monde venait, etc. Et c'est bon qu'il y avait l'officier de la gendarmerie de Wavre qui était là aussi, qui faisait que les uns croyaient qu'on était comme ça, les autres comme ça, et qu'on est passé entre les gouttes de tout ça. Le recrutement continue. Les parachutages d'armes s'intensifient. Il faut renforcer l'armée de Belgique, une armée secrète, à la fois cachée dans le maquis, à la fois sous l'étiquette de la gendarmerie, à la fois dans le civil, dans l'industrie et dans bien d'autres endroits encore, puisque l'on dénombre environ 30 000 militaires et 40 000 civils. J'ai été invité à une réunion qui avait lieu à un de mes camarades. J'imagine que c'était probablement Aramis, un instituteur qui a aussi été tué. Il m'avait dit, tu écoutes la radio, et si on dit les artichauts n'ont pas le cœur généreux, tu avertis les copains. Joseph Linsmo ne le sait pas encore, mais il va contribuer à un parachutage de matériel provenant de Londres. Il fallait que ça réponde à certaines conditions, les plaines de parachutage. Au moins à 10 km d'une ville, d'une grande ville, elle devait être, je ne sais plus à quelle distance, mais d'un aérodrome militaire, d'un aérodrome allemand. Donc, c'était pas tellement facile. Alors, il fallait aussi qu'il n'y ait pas de grandes routes vraiment à côté, de voies de grande circulation, si possible à proximité d'un bois, à proximité d'un endroit où on va pouvoir cacher le magot quand il va arriver. Hein? Il faut, avoir un moyen de transport. Enfin, il y avait un tas de conditions. Et ces plaines, malheureusement, en pays flamand, il y en avait très peu parce que le pays est trop plat. D'abord, on voit de trop loin, et en plus, c'est à cause de la proximité de la côte, l'occupation ennemie était beaucoup plus dense. Donc chez nous, c'était plus facile. Dans les Ardennes, c'était facile comme tout. On devait donné les coordonnées géographiques, bien entendu, mais pour que ce ne soit pas facile à identifier pour quelqu'un qui tomberait dessus, on avait donné un nom-code à chaque plaine. Et chez nous, la plaine s'appelait Artichaut, près de Fumal. Il y en avait une entre les Wallef et Taurine-la-Chaussée, c'était la betterave, et c'était la betterave améliore la salade, ou quelque chose comme ça. Il était certainement 22h, 22h30. Le transport n'était pas sur place. Il est arrivé après. C'était un chariot avec des chevaux et on a attendu. On savait déjà qu'à Warem, ils avaient reçu un parachutage la semaine avant. Mais c'est tout ce qu'on savait. Et à un moment donné, un de mes chefs, donc, qui est devenu général après, Gen, est venu me dire « Attention, il y a le grand chef qui est là. » Et j'ai dit, c'est qui le grand chef? C'est le type avec un imperméable, avec un manteau en cuir. J'ai dit, mais c'est Gaston? C'était M. Fallet, un lieutenant de réserve, un tout grand monsieur. Sur le terrain, nous sommes une dizaine et on distribue les lampes. Je reçois une lampe rouge. Les lampes rouges sont disposées en ligne droite, à peu près à 100 mètres l'une de l'autre, dans la direction du vent. Et en tête, côté d'où vient le vent, une lampe blanche dans les mains du chef de plaine, je ne sais pas qui c'était,
et qui fait une lettre en morse et on allume dès que l'avion approche, dès qu'on entend arriver l'avion. Alors il passe à une altitude que je pourrais... c'est difficile à dire, hein, mais il n'était pas haut. Et alors le parachute saute avec un container qui est un cylindre d'à peu près 1,80 m de long sur à peu près 45-50 cm de diamètre et qui est rempli de munitions, d'armes, etc. Et au moment où le parachute s'ouvre, étant donné le poids, parce que ça fait plus de 100 kg, hein, ça donne un peu l'impression d'une détonation. Or, cette détonation se produit alors que l'avion vient de passer à peu près à 150 ou 200 mètres au-dessus de votre tête, peut-être 300. C'est impressionnant, parce qu'on est surpris, on a un peu l'impression qu'on vous tire dessus. Ce n'est pas le cas, évidemment. Et alors, c'est descendu, et l'avion part. Et on croit, nous, c'est fini. Non, il fait un circuit et il revient un peu plus haut, et il y a 2 parachutes alors. Ce sont 2 hommes. Et on croyait que c'était des... Moi, j'ai cru jusqu'à la fin de la guerre que c'était 2 Anglais. Et ce n'était pas 2 Anglais, c'était 2 Belges. Mais... Et alors, ils sont arrivés au sol avec leur pistolet en main, évidemment. Il y avait aussi un mot de passe. L'avion qui vient faire le parachutage, pour les Anglais, ça s'appelait les carpetbaggers. Et l'équipage est parti avec André Berten et Michel Blas, qui était le pianiste. Ils sont partis direct, plein sud, en partant de l'Angleterre. Et alors, ils ont piqué vers la France, mais vers la partie inférieure de la France, pour éviter les flaques de la Manche. Le terme flaque désigne le réseau de défense antiaérien de la Wehrmacht. Et ils sont remontés et ils ont cherché la Meuse et ils ont suivi la Meuse au clair de lune, parce qu'il y avait de la lune. Et alors, arrivé à Huy, il y avait à droite le Oyou, à gauche la Meugne. Ils ont suivi la Meugne et ils nous sont tombés dessus. Comment est-ce que vous avez vécu intérieurement ce premier parachutage? Vous avez peur? Peur, non. Mais je crois que je n'ai pas dormi cette nuit-là. C'était tellement... C'était pour nous, c'était la preuve que tout ce qu'on racontait à la radio anglaise était vrai, que ce n'était pas uniquement de la propagande. Ils vont sûrement débarquer maintenant, parce qu'ils nous envoient des armes. Les postes émetteurs émettaient sur 5 longueurs d'onde. Et il fallait régulièrement renouveler ces 5 longueurs d'onde. Et c'était des blocs. Et ça, c'était parachuté et nous devions aller chercher ça en bicyclette dans les Ardennes. À propos des liaisons radio, y avait-il un émetteur au quartier général dans la ferme de Madame Jostens ou à la Renaudière? Il n'y avait certainement pas d'émetteur, parce que les émetteurs radio étaient soumis au repérage des voitures, camions goniaux de la Wehrmacht, de la Gestapo. Et en quelques minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, ils auraient été repérés. Surtout pas à l'état-major. C'est pour ça que les radios, ils étaient quelque part dans la nature, on ne savait pas trop où, ils bougeaient tout le temps. Et ils étaient la liaison pour faire leurs messages, ils les envoyaient chez nous et nous on les remettait à l'état-major. L'état-major pour faire cloisonnement les remettait chez nous et nous on les mettait. Les Allemands écoutaient, repéraient les 5 longueurs d'onde et il fallait à un moment donné changer. Il y a eu des émissions à plusieurs endroits, dont chez mes grands-parents. Et ces émissions, bien entendu, à ce moment-là, on faisait le guet parce qu'on savait que les Allemands avaient des voitures qui partaient à la recherche pour croiser les feux et les repérer assez vite. C'est pour ça que ces émissions devaient d'abord être très courtes. Il ne faut jamais émettre plus de 20 minutes. Et changer d'endroit très, très régulièrement. Donc moi, je n'ai jamais vu employer, mais j'ai fait le guet pendant qu'on l'employait.
Le chef radio de l'ensemble de l'AS, un jour me dit « Tu dois m'accompagner, nous recevons par parachutage un nouvel opérateur radio et on va l'installer dans une villa que j'avais repérée dans les bois de Limal. Je l'ai installé dans la villa, j'ai assisté à sa première émission, il prenait contact avec Londres pour dire qu'il était bien arrivé et qu'il était opérationnel. Et le lendemain, le chef radio de l'AS me dit « On va aller le voir ». Et je l'accompagne en bicyclette dans ce bois. Et à un moment donné, il me dit « Je ne suis pas tranquille, on n'y va pas ». Nous avons fait un détour et nous sommes allés dans un café qui était un peu plus loin. Nous avons appris que les Allemands étaient arrivés et qu'ils avaient visité la villa. Il était pris. Et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Il a ému une fois. La résistance belge n'a jamais manqué d'opérateurs radio. Et pourtant, les Anglais préparaient les volontaires belges. C'était un entraînement extrêmement sévère qui durait 6 mois. Et une fois qu'ils étaient prêts, les Anglais leur disaient « Vous êtes parachutés demain, votre vie normale, c'est 3 mois. Vous êtes pris, vous avez 3 mois de torture et vous êtes fusillés après. Vous n'êtes pas encore obligés de partir. » Nous n'avons jamais manqué de radio. Ces radios, c'était la chose la plus extraordinaire de l'armée secrète. Nous nous sommes engagés dans la résistance sans poser de questions, mais on ne nous a jamais dit non plus les risques que nous prenions. Et ces risques-là, nous nous sommes rendus compte que nous les prenions de façon plutôt légère, mais que nous ne savions pas quelle attitude prendre au cas où nous étions pris. On ne nous a jamais dit que ce que vous faisiez là, vous pouvez vous mener à être fusillé finalement. Qu'est-ce qu'il faut faire si vous êtes arrêté? Ou qu'est-ce que vous devez dire? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire? Qu'est-ce qu'il faut absolument ne pas dire? Au risque de mourir, au risque de vous faire condamner à mort. Et jusqu'où vous allez savoir tenir, personne ne sait. Il subsiste de cette époque des photos en plein quartier général, chose totalement incompréhensible, inédite et dangereusement compromettante. Des photos pouvant avoir un impact sur la liberté des gens photographiés, tout comme des photos de nous sur certains réseaux sociaux aujourd'hui, qui pourraient compromettre un emploi, une situation, des relations, notre liberté. Après que Bruxelles soit libérée, nous sommes rentrés donc dans ces villes, et à ce moment-là, il y a tout le monde, les gens qui venaient pour voir papa, il y en a qui apportaient des photos. Et j'ai remarqué que, curieusement, ils avaient pris énormément de photos. Je lui ai dit gentiment que je trouvais que c'était pas très sérieux. Vu le danger qu'il courait, de se faire photographier, ça ne pardonnait pas. Alors à ce moment-là, il a souri, et puis, mais il n'a rien dit. Si l'on voit ces chiffrettes avec tout l'état-major comme s'il s'agissait d'un pique-nique, le travail continue non-stop, tout comme les rafles et exécutions allemandes. Le général Peer est obligé de stocker, organiser, financer, cacher des milliers d'hommes sous son commandement pour pouvoir investir toute cette énergie à 2 moments clés bien précis qui approchent. Tintin me dit, le débarquement a lieu le 5 juin,
tu dois occuper la villa 15 jours avant. Comme si on allait me raconter que le débarquement allait avoir lieu dans 15 jours. À un étudiant de Louvain. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Mais je me suis conformé aux ordres. Je me suis rendu dans ma villa à Limal le fameux 5 juin. Et le débarquement n'a pas eu lieu. Et je me suis dit, encore une fois, une foutaise. Quelques jours avant le débarquement de Normandie, la BBC émet le message codé « Le roi Salomon a chaussé ses gros sabots ». Sabots comme sabotage. C'est un signal pour l'armée secrète qui exécute des missions multiples de renseignement, notamment de préparation de stocks d'armes en vue de la libération. Mais il y a aussi la question du sabotage qui va devenir très importante puisque la Belgique est le passage obligé entre l'Allemagne et la France, c'est-à-dire aussi les plages de Normandie. Donc il faudra entraver au maximum les mouvements allemands en sabotant par exemple les chemins de fer. Il faudra saboter les lignes de communication, les communications téléphoniques. Le 6 juin, le débarquement a eu lieu. Et alors, j'ai eu un choc. Je me suis dit, mais non, d'un chien, c'était quand même vrai. C'est du sérieux. Le 8 juin 1944, l'armée secrète entame sa première phase dite de sabotage. Pivot d'écluses, locomotives, télécommunications, Joseph Linsmo a répertorié pas moins de 25 sabotages dans sa région à lui. Si on a fait sauter autant au mois de juillet dans ce triangle, on nous avait dit qu'il y avait un train de V1 destiné au nord de la France qui était bloqué dans les environs et il ne fallait plus qu'il passe. Moi, je ne sais pas si ce train passait, je ne sais même pas s'il existait. Mais nous, on a fait en sorte que tout le temps, des trains faisaient demi-tour parce que la ligne avait été coupée. Et un des Allemands qui dirigeait les travaux est venu prendre un verre, il faisait chaud, c'était le 10 de vous. Donc c'était un hôtel, hein. Je lui demande, wie geht's? Ah, il m'explique en allemand et en français, il connaissait quel mot de français, que les travaux vont très bien, qu'ils ont pratiquement fini, ils attendent une locomotive de secours pour enlever les débris d'un déraillement antérieur qui avait été provoqué par le refuge Ottari. Alors, j'ai vidé mon verre, hein, je lui ai dit « Au Wiedersehen », je suis allé téléphoner à mes copains, et à 3, on s'est rassemblés, on est allé à la gare de Fumal, un képi, un drapeau rouge, on a arrêté la locomotive dans la campagne, on a fait descendre le personnel, après avoir bien chargé le foyer. Je savais qu'il attendait sa locomotive pour 11 h, il l'a eu à 11 h, mais pas comment il le croyait. Début juillet, Eisenhower envoie un message au général Peer, alias Pygmalion. Paris n'est même pas encore libéré. 12 juillet 1944, nous sommes 5 à 6 semaines après le débarquement de Normandie et la guerre fait rage en Normandie. Hein. On pense le débarquement, mais en réalité, la bataille de Normandie qui fait rage pendant un mois est une bataille féroce entre deux armées puissantes et le général Eisenhower remercie très rapidement l'armée secrète de Belgique pour ses actions pendant les premières semaines du débarquement, et il dit que ces résultats ont une influence considérable sur les transports ennemis, c'est quelque chose d'essentiel. Il indique tout de même que l'armée secrète doit se montrer prudente pour pouvoir garder, ce qui sont deux objectifs, ses forces intactes au moment de la libération, à proprement parler de la Belgique, pour pouvoir soutenir les forces alliées lorsqu'elles arriveront en Belgique. Donc c'est un message à deux niveaux, un message de félicitations pour ce qui a été réalisé, mais un message de prudence. Le 4 août, les Allemands comprennent qu'il y a quelque chose d'important à Rosières, qui leur fait perdre beaucoup de terrain face à l'avancée alliée. Ils entament une battue avec plus de 2000 hommes. Ils commencent juste devant la maison Kunratz. Durant la nuit, vers 5 heures du matin ou quelque chose du genre, on a entendu du bruit sur la route et maman a dit à papa pousse, il y a de nouveau du bruit sur la route, est-ce que c'est pas de nouveau les voleurs?
le voleur de poules. On avait déjà été volé. Et papa a dit, je vais aller voir. Et maman, dans ce temps-là, lui dit, prends ton fusil, tire un coup de feu par la fenêtre. Comme ça, ils s'enfuiront déjà, c'est déjà réglé. Il n'a pas été, je ne sais pas s'il avait déjà son fusil en main. Il a écouté où Marthe, il parle allemand. Une partie d'un projet que les Allemands avaient fait, c'est d'encercler l'état-major. Or, nous, en étant du côté où nous étions de la route, nous étions en dehors du cercle qu'ils ont fait. Dès qu'il comprend que c'est une rafle, il demande au petit matin à ma sœur Annette d'aller prévenir l'état-major à la ferme. Elle est partie avec son panier d'œufs pour se donner une contenance et elle a trouvé tous les lits vides. Ils étaient déjà prévenus par ailleurs, ils étaient partis. Au moment où les forces alliées entrent en Belgique, l'armée secrète entre dans sa deuxième phase. Les soldats sont mobilisés. Tous les hommes doivent rejoindre le refuge sans délai. Ceux qui ne l'auront pas fait seront considérés comme déserteurs. Préparez-vous à réceptionner les parachutages d'armes et de troupes alliées. La guérilla est déclarée officiellement. Attaquez les dépôts de l'ennemi et ses colonnes de véhicules. Détruisez son matériel. Semez le désordre dans les poteaux indicateurs. Tentez de faire des prisonniers. Il est de votre devoir de soutenir les alliés par tous les moyens. Dès maintenant, nous devons empêcher l'ennemi d'opérer des destructions dans les mines de charbon. Des équipes spéciales doivent être affectées à leur protection. Les hommes doivent porter la salopette et la bande tricolore sur le béret et sur le bras. On attend de nous que nous restions organisés, même après la libération du territoire, afin que nous participions, les armes à la main, aux côtés des alliés, à l'assaut final contre le pays des Boches. À partir de maintenant, les chefs de secteur prendront la direction des opérations. Sachez que, depuis le 2 juin, pour les alliés, notre nom est AS, ce qui signifie armée secrète. Les Allemands savaient parfaitement bien combien l'armée secrète était bien organisée. Les Allemands savaient qu'il ne fallait surtout pas bloquer les Alliés en territoire belge, c'était beaucoup trop dangereux. Ils les ont arrêtés à Montjoie, à la frontière allemande et à la frontière hollandaise. Au-delà des actions de guérilla, il est question également de sauvegarder les centrales électriques, installations de distribution de gaz et eau. Préserver le port d'Anvers avec d'autres réseaux de résistance pour permettre aux Alliés de débarquer plus près. Quand le délégué de Eisenhower a visité Anvers, il a déclaré « La guerre est diminuée de 3 mois ». Quand la Belgique est libérée, c'est l'euphorie. 5 longues années d'enfer s'achèvent. Le 15 octobre, suite à un discours du général Peer, son armée est démobilisée. Il invite ses soldats à rendre leurs armes. L'objectif est de calmer le jeu et inciter tous les mouvements de résistance à déposer leurs armes le temps de réorganiser le pouvoir. L'armée secrète n'existe plus. La guerre n'est pas finie en revanche. Des milliers de soldats se réengagent immédiatement officiellement pour achever la lutte auprès des forces alliées qui percent en Allemagne. Celle-ci capitulera le 7 mai 1945 à Reims, puis le 8 à Berlin. Sur la Grande Place, le général Peer reçoit de la part des Américains la Légion du Mérite pour conduite exceptionnelle en temps de guerre. Quelques jours plus tard, les Britanniques lui annoncent qu'ils souhaitent lui remettre l'Ordre du Bain, une des plus hautes distinctions du système chevaleresque britannique. C'est son Excellence, Sir Najboul Hugesen et le général Montgomery qui sonnent à la porte. Montgomery ne connaît absolument pas l'identité de Pygmalion. Quand Montgomery est entré dans le salon, où Peer était là, il a dit « Oh, it's you ». Il a eu un choc. Il a dit « It's you ». Il l'a tout de suite reconnu. Et Montgomery ne se doutait absolument pas qu'il allait décorer papa, hein? Bah, moi j'ai rigolé, hein. Enfin, intérieurement. Et c'est à ce moment-là que mon père a dit à Montgomery, mais vous savez, je me souviens très bien de vous, hein. Le secret aura en grande partie contribué à leur liberté, à notre liberté, tandis qu'une puissance envahissante collectait leurs données et décidait de l'avenir de la population. Alors au travers de toute la technologie et l'enregistrement de vos données aujourd'hui, qu'en sera-t-il demain pour vous ?